bonsoir à tous. À la une de ce journal, Chan 2021, un combat de fauves débute dans quelques instants. Dans l'arène de Limbé, les Lions indomptables Aprime affrontent les Lions de l'Atlas en demi-finale de cette compétition. Gonflés à bloc, déterminés à rugir, les poulains de Tungupile bénéficient d'une ferveur populaire dans une ville ayant déjà prédit la victoire écrasante des Lions indomptables. Mais rien n'est gagné d'avance face à des adversaires classés favoris dans cette rencontre. On fait le point avec nos envoyés spéciaux en ouverture de ce journal. Et dans l'escale internationale, une coalition de l'opposition tchadienne peut-elle faire tomber le maréchal Idriss Déby Itno? C'est du moins la stratégie qu'envisagent les partis politiques de l'opposition à quelques semaines de l'élection présidentielle au Tchad. Pendant ce temps, au Congo-Brazzaville, l'Église catholique, la conférence épiscopale est inquiète d'un système électoral pouvant mettre le feu aux poudres dans un pays où le président y est à la tête de ce pays depuis une trentaine d'années. Nous en parlerons dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. La rencontre aux allures de finale vient de débuter au stade de Limbé. Les Lions Aprime affrontent leurs adversaires, les Lions de l'Atlas, pour le ticket qualificatif pour la finale de cette compétition. C'est une ambiance des grands jours observée à Limbé autour du stade, juste quelques minutes avant le début de cette rencontre. Une ferveur populaire témoignant de l'intérêt des Camerounais à suivre cette rencontre et de supporter leur équipe pour les propulser à la finale de cette compétition. On fait le point sur l'effervescence populaire observée à Limbé. C'est avec nos envoyés spéciaux, Emos Fongo et Gladys Sidé. C'est la grande effervescence ici à l'entrée du stade de Japoma, côté supporters. Ils sont nombreux à avoir pris d'assaut les lieux avec pour seul objectif de donner de la voix et de jouer véritablement leur rôle de 12e joueur. Le marché des gadgets se porte plutôt bien. Des commerçants sont nombreux à proposer des vuvuzelas, des drapeaux aux couleurs du Cameroun, de la RDC, des maillots, des sifflets, des chapeaux. Bref, tout va bien. Les supporters sont là. Pour la plupart, ils n'ont pas pu avoir des tickets d'accès pour cette rencontre Cameroun-RDC, mais cela ne les a pas empêchés dans leur élan. Ils sont véritablement là pour faire comprendre aux Lions indomptables Aprime que la coupe doit rester à la maison. C'est en tout cas le mot d'ordre pour tous ces supporters. Parlons également de la sécurité qui a été véritablement renforcée autour du stade de Japoma. Les forces de police, gendarmerie également, ils sont... Nous diffuserons le vrai élément réalisé à Limbé par nos envoyés spéciaux au cours de ce journal, un souci technique qui s'est posé. Et c'est une ancienne gloire du football camerounais qui ne verra pas la performance des Lions Aprime ce soir. Ona Norbert, retrouvé mort dans la misère totale ici à Douala. Pourtant, son cas social avait été évoqué sur Equinox Télévision, suscitant l'intérêt des âmes de bonne volonté. Cela n'a pas suffi à le sortir d'une misère ambiante et sa famille démunie a eu du mal à pouvoir prendre soin de lui. Le récit de ces derniers instants, c'est avec Jean-Paul Chouniat. Je mets mes journaux ici et je dors. Regardez-moi bien. Cet homme en image, c'est Ona Norbert, un ancien capitaine de l'équipe nationale de football de l'époque, qui participait activement à la 8e Coupe d'Afrique des Nations de 1972, inscrivant même avec le Cameroun un but en match de classement contre l'ex-Zaïre. Malade depuis des années, Ona Norbert vit et dort dans la rue, dans un dénouement total, à l'indifférence des autorités d'un pays qu'il a servi avec honneur et fidélité. Quand je défendais les couleurs, est-ce que j'avais honte? Pourquoi je dois avoir honte quand je dors à la belle étoile? Donc voici, donc je dors comme un animal. Je ne savais pas que mon pays pouvait me délaisser comme ça. Je ne savais pas. Découvert par l'équipe de regard social d'Equinox Télévision en août 2018,
Sa situation préoccupante émouvait alors plus d'une âme de bonne volonté, parmi lesquelles le goléador camerounais Samuel Eto'o-Fils. Il a eu les soins. Quand il s'est rétabli, il a commencé sa vie. L'argent est fini. Il a attrapé l'ABC. Il a fait à l'hôpital à Quintine, je crois, 1 an. Il n'y avait plus de soins. On a porté, venu le jeter chez celle-ci. Plus de 2 années et demie sont passées. La situation précaire de Norbert Owouna n'a pas changé jusqu'à sa mort en plein air au petit matin de ce 3 février 2021. À Newbel, un quartier qu'il a vu naître et qui le voit repartir pour l'éternité. Comme lui n'avait plus la force, j'ai pris la nourriture hier, je lui ai donné à la bouche. Il a dû avaler 2 cuillères, d'autres, ça ne passait plus. Je suis rentré, il a dit que la façon dont il voit ce monsieur, ça ne va pas. À 5 h du matin, j'allais pour puiser l'eau. Elle et moi, on veut lui toucher, qu'il est déjà raide. Sa sœur aînée que voici et des habitants du coin n'en croient pas à leurs yeux que le patriote Owouna Norbert est mort comme un animal. Il est né ici. On est né ici. Ils ont arraché la maison. Voilà. L'enfant qui est né. Là où il est. Alité est malade depuis un bon moment. Son neveu François Essoma, qui prenait soin de lui, ne sait plus où mettre la tête. C'est son épouse qui lui annonce la nouvelle. Je vais faire comment? J'ai cherché à me lever, pas moyen. Ça m'a dépassé. C'est là où j'ai dit à sa soeur que bon, tu entends ce que ta belle-fille dit? Elle me dit oui. On est parti lui mettre un drap, même le drap, je n'ai même pas vu des yeux. Je n'ai même pas vu des yeux. Donc comme il est là comme vous voyez. Dans sa maladie, l'ancienne gloire de l'Union de Douala et des Lions indomptables du Cameroun de son vivant déclarait avoir saisi les plus hautes autorités camerounaises. Des demandes d'assistance restaient sans réponse jusqu'à ce jour fatidique. On a soigné notre jeune capitaine, Rigobert Sombana. Et pourquoi pas on peut me soigner, moi qui suis vieux capitaine. C'est là où j'ai donc écrit aux 3 grandes personnalités du pays. J'ai écrit à Abidou Pape, j'ai écrit au président de la République, j'ai écrit à Madame Chantal. C'était honteux que j'écrive et que je n'ai pas, on ne peut pas signer de vie pour venir me chercher, pour au moins me traiter. Owouna Norbert, l'ancien capitaine des Lions indomptables, est donc mort. Il s'en est allé sur les sentiers inconnus, empruntés par bien d'autres de ses compagnons de route. L'artiste est mort, vive l'artiste. Mettons à présent le cap sur Limbé où s'égrènent les premières minutes d'une rencontre décisive pour les Lions A'. Ils doivent battre à tout prix les Lions de l'Atlas pour être qualifiés pour la finale de cette compétition finale qui va se jouer dimanche prochain au stade Amadou Ahidjo à Yaoundé. Quelle est l'ambiance qui a été observée quelques heures avant le match des Lions face aux Marocains au stade de Limbé? Élément de réponse avec nos envoyés spéciaux Emos Fongo et Gladys Sidi. Nous fêlés, chers téléspectateurs d'Equinox Télévision, nous sommes pratiquement à 1 heure du démarrage de cette rencontre alors que nous faisons cette correspondance. Les supporters arrivent par petits groupes ici au stade Omnisport de Limbé pour cette rencontre très courue, très attendue entre le Maroc, le tenant du titre, et le Cameroun. Les Lions indomptables A' pour cette rencontre peuvent véritablement compter sur le public de Limbé qui est quand même sorti pour pouvoir donner de la voix, pour pouvoir pousser cette équipe vers la victoire à cette étape de la compétition. Equinox. Bien sûr, je suis le supporter de Lions. J'ai dit qu'elle est 2-0. 2-0, il n'y a pas mieux. C'est tout, hein. C'est tout, on ne cherche plus rien. Le Cameroun va gagner, et je suis sûr, parce que tout le monde ici là, on sort de loin, rien que pour voir cette canne-là. Donc, vraiment, Limbé vous attend. Douala! Retour Yaoundé, merci. En tant que Camerounais, rien à dire. 2-0 à faveur du Cameroun. 2-0. Non, même jour, 2-0. 2-0 pour le Cameroun. Ça reste au pays. Pour moi, c'est 1-0. We are going to win the match. Oui. Morocco Tigre Cameroun 1. Morocco 2, Cameroun 1. Cameroun win. Cameroun 3 buts.
2-0, hein. Je crois qu'on va gagner 2-0 pour le Cameroun. Côté camerounais, on est plutôt serein et on se dit impossible n'est pas camerounais. En tout cas, le public de Limbé entend véritablement jouer sa partition. Cela a été fait à Yaoundé, à Douala. Ils le disent si bien. C'est maintenant au tour de Limbé de pouvoir donner la victoire aux Lions indomptables à prime qui pourront pourquoi pas jouer la finale de cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Pour Equinox Télévision, depuis Limbé, les envoyés spéciaux, nous sommes Raoul Taboufoué, Emos Fongo et Gladys Sidier. Et toujours parlant du football, vous le savez, le tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou a été saisi par l'instance faîtière de football camerounais afin de se prononcer sur l'Assemblée générale extraordinaire projetée par d'autres membres, d'autres acteurs du football. Et selon un communiqué de la FECAFOOT, ce tribunal de première instance a le même jour ordonné la suspension et l'interdiction de l'Assemblée générale extraordinaire programmée par visioconférence. Le TPI a dit qu'une telle convocation ainsi que la tenue d'une telle assemblée générale extraordinaire constitue un trouble manifestement illicite, fort de son illégalité. Pour la FECAFOOT, cette décision de justice n'autorise plus aucune tentative ni manœuvre visant à déstabiliser le football camerounais au regard du mandat d'intérim conféré à Seydou Mbombo Njoya. La FECAFOOT invite les acteurs du football à rester concentrés sur la participation des Lions à prime au CHAN. Elle annonce également la révision des statuts et textes de la FECAFOOT ainsi que la convocation d'une assemblée générale sans indiquer un calendrier précis. Autre réaction sur la décision du tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou, c'est celle de Abdourahmane Amadou Baba sur son compte Facebook officiel. Il affirme que cette décision n'a aucune portée juridique en ce qui concerne les affaires du football. La décision prise au terme de cette assemblée générale extraordinaire du 2 février 2021 ne peuvent être contestées que devant des juridictions sportives compétente en la matière. La secrétaire générale de la FIFA a déjà été notifiée de la tenue de cette assemblée générale extraordinaire qui est contestée jusqu'à ce jour. Dans le reste de l'actualité, après l'assassinat d'une étudiante sur le campus de l'université de Yaoundé 1, l'hommage de ses camarades a été interdit, muselé, réduit au silence. Ces différents étudiants sont sortis de la réserve pour dénoncer l'insécurité grandissante en plein cœur du campus de cette université. Là-bas, les agressions se multiplient à ciel ouvert sous le regard indifférent de leur administration. C'est le constat que font Joël Essengue et Gizogo dans ce reportage. Il y a de l'eau dans les gaz entre les étudiants de l'université de Yaoundé 1 et leurs responsables. L'insécurité est la pomme de discorde entre les deux parties suite à l'agression qui a conduit à la mort de l'étudiante Mpena Lado Nickel. On a décidé comme ça avec tous les autres camarades de lui rendre un hommage simple en faisant quoi? En s'habillant de noir. Vous voyez, s'habillant absolument de noir ce mercredi et disant qu'on voulait juste les lampadaires, l'éclairage au niveau de l'axe Canal Olympia, Morgue, CHU. C'est tout ce que nos étudiants ont demandé. Pourtant, le mouvement d'humeur des étudiants pour rendre un hommage à leurs camarades mortes dans des circonstances violentes a tourné court. Mais on a été surpris que ce matin, en arrivant, on retrouve certains camarades refoulés, vous voyez, juste parce qu'ils sont vêtus de noir. Pourtant, aucune manifestation n'avait été prévue. Nous sommes étudiants, nous ne sommes pas politiciens. Il reste que les cas sont plutôt légion, qui établissent que l'insécurité a fait son lit au sein du campus de l'université de Yaoundé 1. L'insécurité au campus, c'est un problème qu'on rencontre tous les jours. Le cas le plus récent, c'est le cas d'une camarade qui a été agressée en début de semaine passée. Elle a été agressée aux environs de 19 h lorsqu'elle est rentrée de l'école avec ses camarades. Il y a également le cas d'un camarade, la semaine passée, il a été agressé, lui et sa copine, derrière la faculté de médecine, aux environs de 15 h lorsqu'il rentrait de l'école. Il y a encore notre cas de la sœur d'un ami, aux environs de 18 h après le cours. Elle a été agressée là, aux escaliers du château. On l'a agressée, on a pris son sac, on a pris sa scène et on a pris tous ses papiers. Il y a un sérieux problème parce que même les entrées ne sont pas protégées. On a des entrées principales, mais il y a des cassures des murs qui ne sont pas reconstruites.
et ça laisse une porte ouverte à n'importe qui veut entrer. Devant cette situation, les étudiants qui ont souvent recours à des raccourcis pour se déplacer déplorent qu'on attache plus de prix au masque facial. Il y a déjà plusieurs raccourcis, mais moi je préfère celui-ci parce que là c'est vraiment pratique. Et je vois c'est aussi économique, mais encore un peu plus sécurisé par rapport à l'autre. Celle qu'on a tué la fille de l'autre côté. Bon, ici on cherche vraiment à savoir si les étudiants ont mis des cache-nez trop par rapport à leur sécurité. Désormais, les étudiants appellent les responsables de l'université de Yaoundé 1 à apporter des réponses concrètes face à l'insécurité qui gangrène le campus de cette université. Nous avons demandé premièrement de lampadaires sur l'axe Canal Olympia, Moxch, et deuxièmement qu'il y ait des agents de sécurité sur ce lieu entre 18h et 22h, le temps de laisser aux étudiants de sortir du campus. C'est tout ce qu'on voulait demander. On a juste besoin de plus de sécurité dans le campus et en soi on a besoin de lampadaires surtout sur le conçon de Canal Olympia, CHU. Donc à un moment donné, ce conçon à partir de 20h, c'est vraiment sombre là-bas et nous rencontrons des cours à des heures un peu tardifs. Donc on se dit que s'il y a plus de sécurité à ce niveau-là, ça va aller. Sollicités par Equinox Télévision, les responsables de l'université de Yaoundé 1 n'ont pas souhaité s'exprimer sur cette situation. Que fait le gouvernement pour limiter les actions des groupes armés séparatistes dans le nord-ouest et le sud-ouest? Selon une coalition d'acteurs de la société civile, les pouvoirs publics ne jouent pas franc jeu sur cette épineuse question. Elle pointe du doigt une absence de volonté politique visant à mettre fin à ces multiples tensions observées à travers le pays, notamment dans les régions anglophones. C'est du moins ce qui ressort d'un rapport qui vient d'être rendu public, rapport rédigé par la coalition et le mouvement Stand Up for Cameroun. D'autres précisions avec Donald Brice Kamgan. Plus de 1500 morts, 10 038 événements violents, dont 40 explosions, 711 déplacés internes. Les tensions sociopolitiques dans le nord-ouest et le sud-ouest, la guerre contre Boko Haram, les conflits avec l'opposition et les impacts du conflit en RCA ont donné à l'année 2020 un visage affreux des droits de l'homme au Cameroun, d'après la société civile. Ces données ont été recueillies par un groupe de travail composé d'une dizaine d'organisations, avocats et acteurs politiques. Le contexte social dans le nord-ouest et le sud-ouest également a augmenté, n'est-ce pas, les violations des droits de l'homme. Et il y a aussi le contexte sécuritaire dans le Grand Nord avec Boko Haram. La multiplication des violations des droits de l'homme est favorisée, explique cette coalition, par l'attentisme et la neutralisation de la justice qui assiste inopérante aux interpellations, détentions abusives et violations diverses. Mais tous les jours, on arrête des gens qui ont un domicile connu, qui ont des biens connus, qui ont une famille, on les garde au-delà du temps requis par la loi. Alors quand on parle de la justice, comment ne pas dire qu'on a une justice qui est incapable de fonctionner? Sur la crise anglophone spécifiquement, les auteurs du rapport demandent aux séparatistes de mettre fin aux violences et dénoncent l'absence de volonté politique pour le gouvernement. L'enquête que nous avons menée aussi bien auprès des autorités camerounaises que de ces pays montre qu'en réalité, c'est l'État du Cameroun qui doit être interpellé sur le fait que les commanditaires des violences, notamment dans le nord-ouest et le sud-ouest, ne soient pas encore interpellés. Parce que la réponse qui nous a été servie par les États où ils vivent, c'est que quelles sont les procédures concrètes qui ont été entreprises à l'endroit de ces personnes, quelles sont les violations des lois documentées qui ont été soumises, quels sont les niveaux des procédures au niveau d'Interpol qui ont été pris par le gouvernement camerounais pour que, à la suite des mandats d'arrêt émis par Interpol, les États, en fonction de leur législation, se mobilisent aussi. Autre inquiétude, celle du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Tout en approuvant les mesures barrières prises, le réseau regrette les restrictions de l'espace public sous Covid-19. Ce n'est pas parce qu'il y a une crise sanitaire que nous devons l'utiliser comme prétexte pour violer les droits humains et les libertés fondamentales des citoyens. Au contraire, pendant une crise sanitaire, des mesures spécifiques doivent être, des mesures d'urgence même, doivent être prises pour garantir la protection des défenseurs des droits de l'homme et des citoyens en général même. Ces groupes de travail font chacun des recommandations pour réduire ces abus. Il s'agit principalement de veiller au respect de l'état de droit qui passe par la résolution des diverses crises en cours au Cameroun.
À présent, des images d'un mouvement d'humeur des ouvriers sur le chantier de construction du barrage hydroélectrique de Nachigal. Depuis plusieurs jours, selon des témoins, ils observent un débrayage afin de dénoncer des conditions de travail difficiles. Des concertations tentent de dénouer, de désamorcer cette grogne sociale sur le chantier de construction du barrage hydroélectrique de Nachigal. Comment faire face aux difficultés de financement dans la sous-région Afrique centrale? La Banque de développement des États d'Afrique centrale tente de s'assurer une marge de manœuvre importante afin de disposer des ressources nécessaires. La BDAC a coté son récent emprunt obligataire en bourse dans le cadre de cette stratégie. Les enjeux de cette opération sont expliqués dans ce reportage signé Innocent Abega et Donald Brice Kamgan. Au mois de décembre dernier, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale opérait un emprunt obligataire de près de 107 milliards de francs CFA. Avec ces fonds obtenus par appel public à l'épargne sur le marché financier de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, la BDAC entretient l'espoir d'une dynamisation du marché financier de la sous-région. On immatricule le titre, on l'inscrit et la plateforme de la Bourse n'a qu'un seul rôle, je le redis. La plateforme de la bourse n'a qu'un seul rôle, c'est de fixer le prix. Ça veut dire dans les règles d'efficience, de transparence de marché, de non-manipulation. Chacun rentre ses ordres. Avec la cotation en bourse de cet emprunt obligataire, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale veut réaliser entre autres les projets de son portefeuille dans la sous-région, des projets portant notamment sur le financement de la construction des infrastructures routières, l'agriculture et le secteur hôtelier, entre autres. Notre but, c'est qu'il n'y ait aucun projet qui ait un impact social ou un impact économique dans la sous-région qui ne puisse pas trouver une réponse positive auprès de la BDAC. La pandémie du coronavirus a mis en difficulté les économies de la sous-région Afrique centrale, contraignant l'institution financière à soutenir en priorité les entreprises durement affectées. Donc cela a fait quoi? A soulagé les conditions de financement de ces opérateurs économiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils peuvent reprendre normalement leur chantier sans qu'il y ait une pression exagérée au niveau de la BDAC. Les appuis de 15 milliards de francs CFA affectés à chacun des États de l'Afrique centrale est un autre accompagnement lié au Covid-19. La cotation en bourse devrait donner à la BDAC de nouvelles marges de manœuvre de financement des projets de la sous-région. Ce marché financier régional peine à être dynamique. Jusqu'ici, seules 4 entreprises sont cotées en bourse. Pourtant, les autorités de la sous-région Afrique centrale, la communauté monétaire et économique des États d'Afrique centrale avaient annoncé l'introduction en bourse de plusieurs entreprises publiques afin de dynamiser ce marché. Que s'est-il passé entre l'annonce de ces réformes et cette date du 3 février 2021? Élément de réponse avec Innocent Abega et Nadine Yambou. La culture boursière n'est pas encore ancrée dans la sous-région Afrique centrale. Pourtant, les chefs d'État avaient pris l'engagement de coter en bourse les actions de plusieurs entreprises publiques. Un enjeu important pour la dynamisation du marché financier régional. Lorsque les chefs d'État ont décidé de la fusion des deux bourses, ils savaient que les deux bourses étaient, on peut dire, dans les difficultés. Celle du Gabon était en difficulté, celle du Cameroun était en difficulté. La preuve, c'est qu'on n'avait que 4 actions au total, ce qui ne traduit pas, n'est-ce pas, l'économie de la sous-région. Au-delà de la décision de fusion, ils vont apporter eux-mêmes, dans chaque État, des actions sur le marché pour permettre à la bourse de fonctionner. Ça a 2 rôles. Premièrement, ça permet à la bourse de fonctionner, mais deuxièmement, ce qui est important, c'est que les populations peuvent maintenant acquérir les actions de ce... Un an après l'annonce de ces réformes, la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale compte seulement 4 sociétés cotées. Aucune nouvelle entreprise publique n'a été introduite en bourse. Sur les 6 États de la CEMAC, seuls le Congo-Brazzaville et la Guinée équatoriale ont transmis les listes d'entreprises appelées à une restructuration avant leur entrée en bourse. Et au Cameroun,
nous avons participé à des réunions où une liste est déjà en train d'être mise en place. On devrait normalement attendre 6 sociétés du Cameroun qui devront entrer, n'est-ce pas, dans le compartiment action de la bourse. À l'heure actuelle, le marché des capitaux pèse plus de 650 milliards de francs CFA. Un poids insignifiant au regard du fort potentiel économique dans une région où la méconnaissance du marché financier, la mauvaise gestion et la malgouvernance constituent les principaux freins à l'introduction en bourse. Il faut changer de mentalité, il faut beaucoup de volonté et beaucoup de procédures en fait pour que ça puisse aboutir. Aujourd'hui, vous voyez ce que on parle de l'indice CAC 40, Nasdaq, tout ça. Ce sont un ensemble de valeurs qui représentent un secteur de l'économie que l'on met, n'est-ce pas, ensemble pour qu'on puisse vérifier. On voit comment l'économie peut fonctionner dans ce secteur-là. Bon, mais aujourd'hui, on n'en a que 4 actions. Donc c'est encore insuffisant pour véritablement créer un indice qui représente la physionomie d'un secteur économique. Pour optimiser sa performance, la BVMAC envisage la mise en place d'une entreprise de marché et de développement de la culture boursière afin d'être un moyen essentiel de financement des projets des entreprises en Afrique centrale. La diversification énergétique et le développement agricole étaient au menu des échanges entre l'envoyé spécial du président sri-lankais et le chef de l'État du Cameroun. L'entretien entre ces deux personnalités s'est tenu ce jour au Palais de l'Unité à Yaoundé. Dans l'escale internationale, la conférence épiscopale nationale congolaise émet des réserves sur les préparatifs du scrutin présidentiel attendu au Congo-Brazzaville. Selon les évêques catholiques, le système électoral risque d'engendrer des troubles sociaux. Ils appellent le gouvernement congolais à revoir ce système électoral et le rendre plus inclusif. Au Tchad, c'est une coalition de l'opposition qui se met en place pour faire tomber le maréchal lors des élections présidentielles prévues d'ici avril 2021. La mouture internationale est signée Julienne Berthe-Bissaye. À 1 mois et demi de l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville, l'épiscopat congolais émet des doutes sur la tenue libre et transparente du scrutin du 21 mars. Ne pas prendre conscience des maux qui minent la gouvernance électorale dans notre pays depuis quelques décennies, c'est s'exposer à ce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. L'archevêque d'Owando, Monseigneur Victor Abagnamossa, dénonce les tares d'un système électoral à l'origine de multiples tensions qu'a connu le pays. Les Congolais ont du moins en moins foi au système électoral actuel, avec un fichier non maîtrisé, comportant entre autres des personnes décédées et des institutions chargées des élections dont l'indépendance est encore à démontrer. Au cours de la session extraordinaire de leur assemblée, les évêques du Congo préconisent l'application de la Déclaration universelle sur la démocratie. Que les processus d'accession au pouvoir, d'exercice et d'alternance du pouvoir permettent une libre concurrence politique et émanent d'une participation populaire ouverte, libre et non discriminatoire, exercée en accord avec la règle de droit. Loin des préoccupations des évêques sur le scrutin du 21 mars, l'opposition tchadienne s'en va en rang serré pour la présidentielle d'avril. 14 partis politiques de l'opposition ont décidé de faire front commun contre le président maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Tout à côté en République centrafricaine, les partis politiques de l'opposition se retirent du processus électoral en cours, en prélude du second tour des élections législatives. La principale raison de ce retrait, les irrégularités ayant entaché la présidentielle et le premier tour des législatives du 27 décembre 2020. La coalition exige l'annulation et la reprise de ces élections générales, ainsi que la convocation d'une concertation des forces vives du pays.
Et les nouvelles qui nous parviennent de Limbé sont loin d'être rassurantes. Le Maroc qui mène 1-0, but inscrit à la 29e minute. Ils ont déjà un pied en finale, mais les Lions à prime n'ont pas encore dit le dernier mot. C'est la première manche de cette compétition qui se déroule au stade de Limbé, le Maroc qui mène le Cameroun 1-0. Un public reportage dans ce journal, signature d'un accord cadre entre le gouvernement de la République via le ministère de l'Enseignement supérieur et la Société anonyme des brasseries du Cameroun, un accord cadre qui vise à soutenir l'initiative jeune et l'entrepreneuriat jeune au Cameroun. Explication dans ce reportage. Le ministre de l'Enseignement supérieur du Cameroun, le professeur Jacques Famdongo, a apporté son visa à la signature le 18 janvier 2021 dans la salle de conférence du MINSUP de l'accord 4 relatif à la création d'une chaire Pierre Castel sur les systèmes alimentaires et l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique. Je suis également heureux d'adresser mes remerciements au fonds Pierre Castel, car ce fonds apporte une énergie non pas seulement cinétique, mais également financière. La chaire Pierre Castel, une des actions du fonds de dotation Pierre Castel, concerne 3 universités agronomiques. L'université de Tchank au Cameroun, l'école supérieure d'agronomie de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire et l'école nationale des sciences agronomiques de Bordeaux en France. C'est un programme qui vise à favoriser l'accès des jeunes diplômés à l'entrepreneuriat pour servir le développement agricole en Afrique et soutenir la création de valeur ajoutée à travers un dispositif innovant. Pour le recteur de l'université de Tchank, le professeur Roger Tsafak Nanfosso, il s'agit d'une initiative toute bénéfique pour les étudiants de la faculté agronomique de l'université de Tchank qui bénéficieront ainsi d'un triple avantage. What we are trying to build here today is to make sure that students from our country cannot be only theoretical students, but also practical ones. In this new space we are trying to build with France, Côte d'Ivoire and Cameroon, we are trying to be definitely sure that if you hire a student, he should have an enterprise project. To be sure that he will not be only a student, but he is trying to be a potential creator of values. Pour le fonds de dotation Pierre Castel, la création de cette chaire contribue à implémenter sa mission et son engagement vis-à-vis de l'Afrique, qui est de former des étudiants disposant d'un haut niveau de connaissances en sciences de l'agriculture pour s'engager dans un projet de création d'entreprise à l'issue d'une formation d'excellence. Nous sommes heureux, en tant que fonds Pierre Castel, partenaire de cette chaire Pierre Castel, de nous retrouver au Cameroun pour accompagner dans le souci qui est celui de M. Castel, la jeunesse camerounaise dans un secteur hautement important qui est celui de l'agriculture. Les enjeux sont multiples, ils sont triples. La première, c'est évidemment la question de la formation des jeunes et des jeunes diplômés à la création d'entreprises. Évidemment, cet appel, cette aspiration pour créer des choses nouvelles, pour impulser une logique, une dynamique économique sur un territoire. La seconde réside évidemment dans la coopération interuniversitaire entre les établissements ivoiriens, français, camerounais, bien sûr, avec la possibilité de pouvoir produire de la connaissance, des savoirs sur l'entrepreneuriat et particulièrement sur l'entrepreneuriat en Afrique dans le domaine agricole et agroalimentaire. Et puis la troisième, évidemment, ça fait partie du sens même de la jeunesse, si je puis dire, de la création d'une chaire, c'est créer un terreau spécifique pour impulser une dynamique économique. Une chaire, c'est la rencontre, c'est le triptyque entre l'université, l'entreprise, le tissu industriel, pour permettre, j'allais dire, de faire foisonner des idées, pour les rendre utiles, pour les rendre vivantes et pour participer ainsi directement à la dynamique d'un territoire. Au Cameroun, comme en Côte d'Ivoire où il est engagé, le fonds de dotation Pierre Castel contribue à soutenir l'initiative des jeunes dans l'entrepreneuriat agricole parce que pour lui, c'est accompagner le développement local par la base. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain.
Un autre lion indomptable meurt dans le dénuement total. C'est Norbert Ohona dont le cas social avait été révélé en exclusivité par Equinox Télévision en 2018 dans l'émission Regard Social présentée par Flavien Valondongo, là où il avait lui-même témoigné de la misère. Il avait également évoqué comment il a interpellé plusieurs fois le chef de l'État, le gouvernement, la première dame sur sa situation de misère. Après cette émission, il y a eu un élan de solidarité de la part des Camerounais. Cela n'a pas suffi à couvrir l'ensemble des charges, à la fois pour ses soins de santé, mais également pour lui trouver un abri. Et vous avez vu ces images de Norbert Ohona, ancien capitaine des Lions Indomptables, décédé dans la rue, dans la misère totale, dans l'indifférence des pouvoirs publics dont il avait attendu désespérément un geste important. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h. Dans un instant donc, madame, monsieur, la suite, Equinox Soir.